Tout de suite, place à l'invité du journal Média TV Politique Française. Pour l'invité de cette édition, François Bayrou fera usage pour la première fois ce lundi de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter le budget, mettant ainsi en jeu son poste mercredi lors d'une motion de censure dont l'adoption dépendra des socialistes et du Rassemblement national. 2 mois après la chute du gouvernement Barnier, les députés doivent examiner à partir de 16h le texte de compromis dont a accouché vendredi une commission mixte paritaire réunissant à huis clos 14 parlementaires des 2 chambres. Et pour en parler, nous sommes en direct avec M. Zakaria Aboudahab, professeur en relations internationales et sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour, professeur Zakaria Aboudahab, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Madame Sana, c'est un plaisir, merci. Alors, tout d'abord, l'utilisation du 49.3 s'accompagne d'un risque de censure. Quels partis déposeront une motion de censure? Alors là, il faut faire œuvre de prospective politique, mais également d'anticipation. D'abord, Madame Sana, dernière nouvelle, c'est que le Bureau national du Parti socialiste a décidé de ne pas voter la motion de censure. En d'autres termes, il ne va pas participer à la chute potentielle du gouvernement de M. Bayrou. Et de passage, j'aimerais ici rappeler que l'ancien Premier ministre Jospin, Lionel Jospin, qui était aussi secrétaire général du Parti socialiste il y a plusieurs années, avait invité ses collègues de ne pas voter la motion de censure, et apparemment cela a eu de l'influence et de l'impact, même si on constate par ailleurs qu'au niveau du Parti socialiste, les jeux ne sont pas pour autant tous faits. Il y a des clivages par-ci par-là. D'aucuns avancent que, quand bien même le Bureau national du Parti socialiste a invité les partisans de ne pas voter la motion, puis du groupe en tant que tel, socialiste au sein de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le grand flou, c'est au niveau du Rassemblement national. Vous savez, Madame Sana, le Rassemblement national est le premier groupe au niveau de l'Assemblée nationale. C'est quand même 121 députés, ce qui n'est pas rien. Et tout, aujourd'hui, dépendra probablement, et je crois que ça va se faire aujourd'hui, cet après-midi, vous l'avez dit d'entrée de jeu, de la décision du Bureau national, qui d'ailleurs, j'ai suivi un peu les débats des politiques français, des partisans, etc., en disant qu'au niveau du Rassemblement national, il y a une certaine fidélité à Madame Le Pen, et donc tout dépendra de sa décision, parce que M. Bayrou, dernièrement, avait présenté des concessions par rapport au Rassemblement national pour les questions migratoires, etc. Donc on verra potentiellement quelle allait être la posture du Rassemblement national, mais logiquement, je crois qu'il y a une espèce de convergence ad minima qui contribuerait à éviter le pire scénario pour M. Bayrou et son équipe, et de lui donner peut-être le temps, on va dire, de travailler, parce que les Français ont besoin quand même de continuation des services publics, ont besoin d'existence du gouvernement pour affronter les prochaines échéances. Très bien. Parlons des socialistes. Qu'est-ce qui a poussé les socialistes à engager une négociation avec le gouvernement sur le budget alors qu'ils se disent dans l'opposition? D'abord, Madame Sena, les socialistes ont fait une sorte d'alliance peut-être contre nature avec l'extrême gauche, la France insoumise, on le sait. Mais en politique, c'est vrai, il y a la stratégie, il y a aussi la tactique. Il se peut que ça soit une tactique électorale, un éloignement peut-être de la tutelle, comme le disent certains socialistes eux-mêmes, de la tutelle de M. Mélenchon. De la sorte, les socialistes voudraient probablement peut-être se rapprocher du gouvernement centriste, parce que M. Bayrou est un centriste, et en même temps, mieux se préparer aux échéances électorales, les présidentielles en particulier, bien entendu. Mais on va dire que l'idée, c'est d'éviter trop de clivages, parce que, encore une fois, il y a nécessité de donner au moins à ce gouvernement la possibilité, je ne dirais pas la chance, de faire exécuter le budget. D'ailleurs, c'est l'enjeu fondamental. Apparemment, vous l'avez également dit, Madame Sana, dans votre présentation,
c'est que vendredi dernier, il y a eu réunion d'une commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs, pour au final aboutir à un consensus ad minima sur le budget. On ne parle même pas aujourd'hui de la sécurité sociale, parce que c'est un autre enjeu. Et par conséquent, probablement, il y a ce qui est de la tactique, relève de la tactique électorale, distanciation par rapport aussi à l'extrême gauche, probablement les écolos, mais en même temps, tout en marquant une certaine aussi distance par rapport au Rassemblement national. Ce n'est pas très clair dans l'esprit même des socialistes eux-mêmes, qui n'arrivent même pas à expliquer, interpréter la décision, peut-être tous, du Bureau national du Parti socialiste. Mais nous sommes aujourd'hui, je crois, dans une sorte de raison d'État, comme le disait Richelieu qui était un ministre de Louis XIV. Cela veut dire que peut-être, probablement, les socialistes ont considéré que les temps ne sont pas pour les clivages et qu'il faut rameuter tout le monde parce qu'il y va de la continuation du service public, parce qu'il y a des échéances. Encore une fois, s'il n'y a pas de budget, c'est une panne économique, c'est une panne sociale, et on peut imaginer les dégâts qui peuvent en résulter. Alors, Monsieur Abou-Dahab, qui serait le grand gagnant d'une motion de censure déposée par la majorité des députés? Si elle est votée, à ce moment-là, il faut d'abord attendre le comportement ou la décision du Rassemblement national. C'est, comme on le dit et on l'a dit encore, c'est le grand flou. Maintenant, c'est après l'adoption, évidemment, ou on va dire l'adoption de toutes ces décisions. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce sera mercredi le grand jeu. Évidemment, si le vote est donné, ça veut dire que la motion de censure est votée. Eh bien, à ce moment-là, on aura deux tendances majeures, parce qu'on aura de l'autre côté, on va dire l'extrême gauche, M. Mélenchon, avec toutes ces coalitions qui gravitent autour, les écolos, etc. Et puis le Rassemblement national, on l'a dit, qui dans le premier tour des législatives, on s'en souvient, avait rempilé, alors que dans le second tour, c'est un peu l'alliance de gauche qui a rempilé, notamment la France insoumise. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer l'après-scénario au cas où la motion de censure est votée? Eh bien, soit désignation d'un ministre, Premier ministre, qui devrait logiquement et théoriquement procéder, soit du Rassemblement national, qui sera, est-ce M. Bardella, est-ce Mme Le Pen, qui dit que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la présidentielle, est-ce Mélenchon ou bien une autre personne de l'extrême gauche? C'est cela, à mon sens, la grande question qu'on devra se poser, mais tout cela dépend, encore une fois, du vote de cette motion de censure. Rappelons que sur le plan de l'arithmétique, il faudra, si on comptabilise le nombre de 577 députés au niveau de l'Assemblée nationale, il faut, je crois, 289 pour avoir la majorité absolue. Alors justement, vous avez parlé de scénario au cas où le gouvernement tombe, si le gouvernement tombe cette semaine, quelles sont selon vous les perspectives à venir? Quelles perspectives se dessinent selon vous? Alors, M. Emmanuel Macron, évidemment, avait déjà dit et ressassé qu'il ne comptait pas partir, c'est-à-dire démissionner, ce qui aurait pour nature ou comme conséquence de créer une plaie béante sur le plan politique. Bien entendu, il reste, il assume, il va continuer à gérer les affaires de l'État. Mais le scénario le plus probable, parce que d'abord avec M. Barnier, le 4 décembre 2024, on s'en souvient, c'est très récent, le gouvernement chute après donc le vote de la motion de censure. Il a signé persisté, même s'il avait considéré qu'il avait présenté pas mal de concessions par rapport aux demandes émanant de l'opposition, en particulier le Rassemblement national et l'extrême gauche, c'est-à-dire la France insoumise, Nouveau Front populaire, c'est l'appellation du groupe officiellement. Il doit nécessairement le faire, M. Macron, et désigner cette fois-ci, peut-être avec amertume, mais en politique, vous savez, il faut que les choses continuent et il faudrait, on va dire, faire montre d'esprit de modération. Il doit se résigner, il devra se résigner à la réalité. Et pour éviter, encore une fois, une nouvelle chute, il sera peut-être contraint de nommer un ministre issu des deux fronts, comme je l'ai dit, soit l'extrême gauche, soit le Rassemblement national. Mais c'est un travail qui est, on va dire, périlleux, à mon sens, dans le sens où la grande question qui se pose aujourd'hui, si hier le Rassemblement national et l'extrême gauche se sont mobilisés pour précisément chuter le gouvernement
de M. Barnier seront-ils unis par rapport à un consensus qui devrait être porté sur un ministre ou une ministre issue soit du Rassemblement national, soit de l'extrême gauche, c'est-à-dire la France insoumise. Rien n'est moins sûr, et donc on voit très bien que nous sommes dans un flou politique et les scénarios ne sont pas très très clairs par rapport au court terme et par rapport à cette échéance imminente du mercredi prochain. La démission du président français Emmanuel Macron, demandée par plusieurs partis, pourrait-elle revenir au centre des débats ? Tout est possible parce que d'ailleurs cela a été dit et redit entre les groupes, notamment évidemment les tendances, on va dire, extrêmes des deux côtés. Je remarque, en remarquant quand même que le Rassemblement national a mis de l'eau dans son thé, pour ne pas dire dans son vin, dans le sens où il présente plus de concessions. Apparemment, il y a, je l'ai dit d'entrée de jeu, une certaine tactique, parce qu'apparemment même Madame Le Pen allait être objet d'un procès quelque part, et la question est-ce qu'elle ne risquerait pas d'être frappée de déchéance politique ou électorale, mais apparemment il y a une sorte de modus vivendi qui a été négocié par M. Bayrou et son gouvernement pour lui permettre potentiellement de se présenter aux élections. Et donc, ce deal montre que, probablement, on s'acheminerait vers l'abstention du Rassemblement national de voter le vote de censure ou la motion de censure. Ce qui fait que M. Bayrou, probablement, aura quelques chances, toute proportion gardée, de continuer à gérer les affaires de l'État. Mais l'option de la démission de M. Macron n'est pas dans le pipe, comme on dit. On connaît très bien le tempérament de M. Macron. Il ne veut pas lésigner sur les moyens. Et puis, ça va complètement obérer son mandat politique. 2 mandats quand même. Nous ne sommes pas en train de faire le bilan de ces 2 mandats. Il est encore à mi-chemin par rapport au second. Mais potentiellement, il n'irait pas jusqu'à démissionner parce que, encore une fois, cela empirerait les choses et creusera davantage l'abcès et forcera encore plus les lignes, comme on dit. Il saura comment gérer les tensions pour permettre la survie du gouvernement de M. Bayrou post-élection de juin 2024 et juillet 2024 également. Monsieur Zakaria Abou-Dahab, professeur en relations internationales et sciences politiques à l'Université Mohamed V de Rabat, je vous remercie pour ce précieux éclairage. Merci pour toutes ces précisions.